Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 7. Maintenant, on revient de l'examen intra. L'examen intra, tous les cash flows qu'on voit à l'examen intra, on les assume qu'ils sont certains. Mais la réalité, c'est que si on fait des projections, nos cash flows vont jamais être certains. Surtout si on fait des projections pour une période de 20 ans, le cash flow qu'on projette aujourd'hui dans 20 ans, il y a des bonnes chances qu'on ait des écarts énormes, que vraiment on soit dans le champ de notre prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement faire quelques ajustements dans nos prévisions et il y a des façons qu'on peut jouer avec le taux d'intérêt. On ajoute quelques pourcentages à notre taux d'intérêt puis on escompte avec un taux d'intérêt plus fort. Ou ben donc, on assume que nos cash flows ne sont pas 100% certains et on multiplie par un chiffre entre 0 et 1 pour réduire la valeur du cash flow, tout simplement pour être un peu plus conservateur. Mais pour ceci, je dois vous montrer je vais refaire une révision de votre cours de statistique. Alors, on va revoir espérance, variance, écart type et coefficient de variation. Pour le cours finance 2, je n'ai pas vraiment besoin de covariance ou corrélation. Il ne va pas vraiment avoir des questions où est-ce qu'on doit s'en servir. Mais c'est ça. Espérance, variance, écart type, coefficient de variation. Et on va aussi revisiter la loi normale. Donc, dans le cours Math 2080, on a regardé des variables aléatoires. Une variable aléatoire, c'est n'importe quoi qui a un résultat qui est déterminé par la chance. Donc, le lancer d'un dé, c'est une variable aléatoire. X serait une variable aléatoire. Il y a 6 possibilités pour le lancer du dé et chacune de ces possibilités a une probabilité, une chance sur 6. Pile ou face, c'est une variable aléatoire. Je veux dire, tu as 2 possibilités avec probabilité 50-50. Donc, les variables aléatoires qu'on va regarder, il y a deux types de variables aléatoires. Il y a une variable aléatoire qui est dite discrète. Ça veut dire qu'on est capable de compter tous les événements possibles, comme le lancer d'un dé, pile ou face. Tous les jeux qui sont au casino, c'est des variables aléatoires discrètes. Des variables aléatoires continues, on n'est pas capable de compter tous les événements. Alors, si je prends quelqu'un aléatoirement dans la population, quelle est la probabilité que cette personne-là a un quotient intellectuel de 100? Mais je veux dire, on ne peut pas calculer cette probabilité. Ben, la probabilité, elle est de zéro parce qu'il n'y a personne qui a une probabilité il y a personne qui a un quotient intellectuel de 100. Il y a 99,9999987,324 ou ben non 100,00000016489. Alors, il n'y a personne qui a un quotient exactement à 100. Alors, il y a une infinité de possibilités. Ça, c'est une variable aléatoire continue. Par contre, pour le quotient intellectuel, on peut calculer la probabilité que quelqu'un ait un quotient intellectuel en dessous ou par-dessus 100. Ça, la probabilité, c'est 50-50. Il y a 50% des personnes qui ont un quotient intellectuel inférieur à 100 et 50% ont un quotient intellectuel supérieur à 100, selon le modèle en question. Donc, si je peux compter tous les événements possibles, on appelle ça discret. Et l'exemple que je vais me donner, c'est le lancer d'un dé. Alors, X, c'est le résultat du lancer. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme résultat. Alors, j'ai 6 possibilités avec la même probabilité, une chance sur 6. Alors, la probabilité que X est égal à 1 sur 6. Probabilité que X est égal à 2, 1 sur 6. 3, 4, 5, probabilité que X est égal à 6, une chance sur 6. Donc, la première statistique qu'on va revisiter, c'est la moyenne théorique ou ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est dénoté par la lettre grecque mu. Alors, si vous voulez mettre U, il n'y a pas de problème. Mais mu X, c'est l'espérance de X, aussi appelée la moyenne théorique de X, espérance de X, X bar, alors la moyenne échantillonnale. Et comment est-ce qu'on calcule la moyenne théorique? Mais pour chacun des événements possibles, je vais faire la somme de l'événement fois sa probabilité. Donc, pour le lancer d'un dé, il y a 6 événements possibles. Pour chacun des 6 événements, je vais prendre l'événement fois sa probabilité et je vais faire la sommation des 6. Donc, pour le lancer d'un dé, la moyenne théorique du lancer d'un dé, j'ai une chance sur 6 de lancer un 1, donc 1 fois 1 sixième. J'ai une chance sur 6 de lancer un 2, donc 2 fois 1 sixième. J'ai une chance sur 6 de lancer un 3, 4, 5. Et
plus 3 fois 1/6, plus 4 fois 1/6, plus 5 fois 1/6, et j'ai une chance sur 6 de lancer un 6, donc plus 6 fois 1/6. Donc, la moyenne théorique du lancer d'un dé, c'est 3,5. Maintenant, c'est impossible de lancer un 3,5, mais en moyenne, si je lance un dé 1 milliard de fois et je fais la moyenne de tous mes résultats, je devrais me retrouver très proche, très, très, très proche de 3,5. Et plus que je lance mon dé, plus que à l'infini, tout s'écrase vers sa moyenne. Donc, la moyenne théorique, c'est 3,5. Si je lance 3 dés, il se peut que j'ai 3 fois un lancer de 1. Donc, la moyenne serait de 1. C'est très rare d'avoir un écart de 1 à 3,5, un écart aussi large entre mon échantillon et ma moyenne théorique. Mais pour des petits échantillons, c'est possible. Plus que l'échantillon est large, plus qu'on s'écrase vers notre moyenne théorique. Donc, l'espérance, c'est la première statistique qu'on va revisiter. La deuxième statistique va être la variance. Maintenant, pour la variance, il y a deux formules. Ben, il y a une formule, mais il y a deux façons de l'interpréter. Et à un examen, choisissez la formule que vous préférez. Alors, la variance, c'est la moyenne de tous les écarts entre les résultats et la moyenne. C'est la moyenne de ces écarts au carré. Donc, je vais prendre pour chacun des événements, je vais prendre l'événement moins la moyenne et je vais le mettre au carré et je vais multiplier ça par la probabilité. Pourquoi est-ce que je mets ça au carré? Mais c'est parce que si moi j'ai une moyenne de 70% et j'ai un étudiant qui a 69 et un étudiant qui a 71, je ne veux pas que mes écarts de plus 1 et moins 1, ils s'annulent. Donc, si je les mets au carré, quand je vais toutes les ajouter, ils ne vont pas s'annuler. Donc, c'est une mesure de la dispersion au carré autour de la moyenne. Alors, imaginez un jeu du dard. Le point milieu, c'est l'espérance. Puis la moyenne de toutes les distances de tous tes lancers à ce point milieu au carré, ce serait la variance. Donc, c'est dénoté avec la lettre grecque sigma, sigma carré. Alors, la variance de x, c'est sigma x au carré. Alors, c'est l'espérance de tous les écarts au carré. Donc, pour chacun des x possibles, je vais prendre la possibilité de x moins sa moyenne au carré fois la probabilité de x. Donc, pour faire le calcul, il y a deux formules. Voici la première formule. Alors, la première formule, c'est pour tous les x, je vais prendre x moins la moyenne au carré fois la probabilité d'avoir x. La deuxième formule, c'est exactement la même formule qui a juste été ventilée dans le fond. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai déjà calculé la moyenne de x, la variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins cette moyenne. Donc, je peux la faire à la longue ou je peux faire l'étape intermédiaire. Moi, je préfère l'étape intermédiaire, mais vous choisissez celui que vous préférez. Et je soustrais, alors je fais l'espérance de x au carré et je soustrais l'espérance de x au carré. Au courant du cours d'aujourd'hui, je vais le faire des deux façons. Donc, si je regarde le lancer d'un dé, alors la variance, c'est la somme de tous les x moins la moyenne au carré fois la probabilité. Donc, j'ai une chance sur 6 de lancer un 1. Si je lance un 1, j'ai un écart de moins 2,5 entre mon résultat et la moyenne. Donc, je vais faire moins 2,5 au carré. Le au carré fait disparaître le négatif fois la probabilité de lancer un 1 qui est un sixième. Si je lance un 2, j'ai un écart de moins 1,5. Donc, je vais mettre 1,5 au carré fois la probabilité de lancer un 2, un sixième. Si je lance un 3, j'ai un écart de 0,5. Je vais mettre moins 0,5 au carré fois la probabilité 1 sixième. Et si vous remarquez ici, encore une fois, alors ici, j'avais un écart de moins 0,5. Ici, j'ai un écart de plus 0,5. Alors, je ne voulais pas que ces termes s'annulent. Je ne voulais pas que les termes ils viennent s'annuler. Donc, c'est pour ça que je les mets au carré. Donc, 4 moins 3,5 au carré fois la probabilité de lancer un 4, un sixième. J'ai une chance sur 6 de lancer un 5. Si je lance un 5, j'ai un écart de 1,5. Je vais mettre ça au carré. 1,5 au carré fois un sixième. Et 2,5 au carré fois un sixième. Donc, ça va me donner une variance qui est égale à 2,9167. Vu que j'ai déjà calculé l'espérance de x étant 3,5,
Je peux, si je veux, vous voyez, c'est quand même une formule qui est relativement longue. Je peux passer par la deuxième façon de le faire, où est-ce que je vais calculer l'espérance de x au carré, et de cette valeur, je vais soustraire la moyenne de 3,5 au carré. Donc, la deuxième formule, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc, j'ai déjà calculé l'espérance de x qui était de 3,5. Je vais maintenant calculer l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, c'est le même principe que l'espérance de x, mais au lieu de faire x fois sa probabilité, je vais faire x au carré fois sa probabilité et je vais faire la sommation sur les 6 possibilités. Donc, j'ai une chance sur 6 de lancer un 1, donc je vais faire 1 au carré, fois 1 sixième. J'ai une chance sur 6 de lancer un 2, je vais mettre 2 au carré, plus 3 au carré, 1 sixième, 4 au carré, 1 sixième, 5 au carré, 1 sixième, 6 au carré, 1 sixième, qui me donne 91 sixièmes. Cette statistique ne représente absolument rien. Je me suis jamais servi de espérance de x au carré à part pour calculer la variance. Donc, espérance de x au carré ne représente rien. Donc, si je veux calculer la variance par la suite, je fais l'espérance de x au carré, 91 sixièmes, moins l'espérance de x, 3,5 au carré. Et encore une fois, ça me donne la même variance de 2,9167. Lequel utiliser un examen? Celui que vous préférez. Pas besoin de faire les deux, vous n'avez pas de points bonus pour faire les deux. Choisissez une méthode qui fonctionne pour vous et utilisez-la. Si vous avez la bonne démarche, vous avez la bonne démarche. Maintenant, la variance, c'est une moyenne des écarts au carré. Si je prends la racine carrée de la variance, ça va me donner l'écart type. Donc, la moyenne de l'examen intra, elle est généralement aux alentours de 70. La deuxième statistique qui nous intéresse, c'est quel est l'écart type. C'est la moyenne de toutes les notes des étudiants, la moyenne de tous les écarts avec la moyenne de 70. Donc, c'est une mesure de dispersion autour de la moyenne. Le jeu du dard, la moyenne de tous les points qui sont sur le jeu du dard avec le point milieu, la moyenne de tous ces écarts, c'est l'écart type. Alors, la moyenne de l'examen, c'est 70%. Si l'écart type est de 8%, ça veut dire qu'en moyenne, les étudiants sont à 8 points de la moyenne. J'ai un étudiant qui a 74, un autre qui a 66, un autre qui a 80, un autre qui a 60, un autre qui a 95. Il y en a un, malheureusement, qui va avoir tout le temps 32%. Il y en a tout le temps un qui n'étudie pas. Lui, il n'est généralement pas là en revenant pour l'examen final. Maintenant, la racine carrée de la variance, c'est mon écart type. Donc, pour le lancer du dé, la variance était de 2,9167. Donc, si je prends la racine carrée de 2,9167, ça veut dire que l'écart type est égal à 1,7078. Maintenant, une petite note sur l'écart type. La façon qu'on le calcule, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est un estimateur qui est biaisé, bias en anglais. Si tu prenais la moyenne théorique de tous les écarts, la valeur absolue de tous les écarts possibles, on verrait qu'en moyenne, les écarts devraient être, devraient être de 1,5. Alors, il y a un biais. Je veux dire, on peut avoir moins 2,5, moins 1,5, moins 0,5, plus 0,5, plus 1,5 et plus 2,5. En moyenne, on devrait être à 1,5 de la moyenne. Pourquoi est-ce qu'on est à 1,7? Parce qu'il y a un élément de biais. Dans votre cours de stats, vous avez vu la variance corrigée. Nous, on ne va pas utiliser la variance corrigée, c'est tout simplement une étape supplémentaire. Même si notre variable, notre statistique, elle est biaisée, si on l'utilise de façon continue pour comparer toutes les variables aléatoires, on a le même biais partout et donc ça devient incomparable. La dispersion ou l'écart type, c'est une des mesures de risque qu'on aime beaucoup. C'est la volatilité autour de la moyenne. Alors, si tu regardes le rendement du titre de McDonald's sur les 5 dernières années, tu as peut-être fait en moyenne du 10-15%, mais c'était tranquillement et légèrement, ça montait. Par contre, si je prends Bombardier sur les 5 dernières années, là aussi, tu aurais fait du 15%, mais je veux dire, ça a monté, ça a baissé, ça a monté, ça a baissé. C'était beaucoup plus schizophrène comme résultat. Alors, encore une fois, Bombardier, je pense qu'elle a fait du 10-15% en moyenne sur les 5 dernières années, mais elle a fait ça de façon beaucoup plus violente. Et les investisseurs n'aiment pas ça, le risque. Le coefficient de variation, c'est une mesure du coût du risque.
Si moi, je prends 2 projets et je suis capable de calculer l'espérance de chacun des projets et la dispersion de chacun des projets, la question que je peux me poser, c'est que si je prends la dispersion au numérateur divisé par la moyenne au dénominateur, pour chaque 1 de rendement, j'ai combien de risques? Et ça me permet de comparer des projets d'ampleur différente ou des projets de rendement différents. Si j'ai un projet qui me donne un rendement de 10%, mais j'ai 1% de risque, versus un projet qui me donne un rendement de 20%, mais avec 100% risque, je veux dire, je pense que je vais préférer le premier projet. Dans le lancer du dé, ça représente absolument rien, je veux dire, mais juste pour fin de calcul, la dispersion au numérateur, donc l'écart type au numérateur, la moyenne au dénominateur, donc l'espérance au dénominateur, donc 1,7078 divisé par 3,5 nous donne 0,4880. Pour l'évaluation d'un projet, l'évaluation d'une vanne, le coefficient de variation, ça a une logique. Ici, c'est juste à titre indicatif. Donc, calculer l'espérance de la distribution suivante. J'ai un projet X. Les valeurs du projet X peuvent avoir, la vanne du projet peut avoir 3 000, 5 000 ou 6 000. La probabilité, 20 40, 40. Donc, j'ai 20 de chance d'avoir 3 000, 40 de chance d'avoir 5 000, 40 de chance d'avoir 6 000. Donc, l'espérance, je vais faire la sommation de toutes les possibilités fois sa probabilité. Donc, j'ai 20 de chance d'avoir 3 000, donc 3 000 fois 0,2. J'ai 40 de chance d'avoir 5 000, donc 5 000 fois 40 et j'ai 40 de chance d'avoir 6 000, donc 6 000 fois 40 Si je fais la sommation, la moyenne attendue ou l'espérance de ce projet, je m'attends à avoir une vanne de 5 000 donc, la vanne attendue, la vanne espérée, ou l'espérance de la vanne, elle est de 5 000. Donc, je m'attendrais à avoir 5 000, mais le 5 000, il n'est pas certain. Je peux avoir 3 000, 5 000 ou 6 000 comme résultat. Par la suite, pour calculer la variance, je vais y aller de la méthode longue. Donc, j'ai déjà calculé l'espérance qui est égale à 5 000. Donc, pour chacune des possibilités, je vais prendre la possibilité moins la moyenne. Je vais prendre ce chiffre, je vais le mettre au carré fois la probabilité. Donc, j'ai 20 de chance d'avoir 3 000. Donc, 3 000 moins la moyenne de 5 000, c'est moins 2 000. Moins 2 000 au carré fois la probabilité 20 J'ai 40 de chance d'avoir 5 000. Donc, 5 000 moins la moyenne de 5 000, 0 au carré fois 40 et j'ai 40 de chance d'avoir 6 000. Donc, 6 000 moins la moyenne au carré, alors 1 000 au carré fois 0,4 qui me donne une variance qui est égale à 1 200 000. Ne soyez pas surpris pour les variances de Vannes d'avoir un chiffre qui est énorme. Pourquoi? C'est un chiffre qui est au carré. L'écart type, c'est la racine carrée. Donc, l'écart type, tu vas avoir une statistique qui est de la même ampleur que l'espérance. Mais la variance, c'est un chiffre au carré. Pour des taux d'intérêt, vu que c'est des décimales, la variance d'un taux d'intérêt, tu vas avoir un chiffre qui est infinitésimal, donc une décimale au carré. Alors, des centièmes au carré, ça devient des 10 millièmes. Donc, la variance d'un taux d'intérêt peut être très, très, très petite. Encore une fois, la racine carrée de la variance, on va avoir un chiffre qui est de la même ampleur, alors en format pourcentage. Donc, si je fais le calcul de l'autre façon, alors, je vais calculer l'espérance de x au carré. Donc, 3 000 au carré fois 20 5 000 au carré fois 40 6 000 au carré fois 40 l'espérance de x au carré, 26 200 000. Encore une fois, un gros chiffre parce que c'est un chiffre au carré. Pour calculer la variance maintenant, je fais l'espérance de x au carré, 26 200 000, moins l'espérance de x, 5 000, au carré. Alors, l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, au carré. Et encore une fois, ça va me donner une variance de 1 200 000 Maintenant qu'on a calculé la variance, on peut calculer l'écart type. L'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, la racine carrée de 1 200 000. Et donc, ça me donne 1095 et 44. Remarquez maintenant que vous avez un chiffre qui est de la même ampleur que la valeur du projet. Quand je vais faire un examen, généralement, la variance, ça va être un beau chiffre rond, mais vu que l'écart type, c'est une racine carrée, c'est tout le temps un chiffre qui est pas un beau chiffre rond, à moins que ce soit une coïncidence qui arrive de temps en temps.
Donc, on a calculé l'espérance, la variance, l'écart type. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Ben, le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est tout simplement pour chaque 1 de rendement ou 1 de vanne, quel est mon risque autour de ce 1 Donc, c'est la dispersion au numérateur, donc l'écart type au numérateur, divisé par l'espérance au dénominateur. Donc, sigma divisé par mu. Donc, ça me donne 0,2191. Donc, pour chaque 1 de rendement ou de vanne, j'ai comme 21,91 cents de risque. Maintenant, si je compare le coefficient de variation du projet X avec le projet Y et le projet Z, le projet que je vais préférer, c'est celui qui a un coefficient de variation qui est le plus bas. Pourquoi? Le coefficient de variation, c'est le risque pour 1 dollar. Donc, si je compare trois projets entre eux, je vais choisir celui qui a le moins de risque pour chaque 1 dollar de rendement attendu. OK, alors ça, c'est la première partie de notre révision. Alors, c'est les quatre statistiques qu'on va regarder. J'ai mentionné la covariance et la corrélation. Quand vous allez, alors, les formules que je viens juste de vous montrer, vous les avez ici dans votre feuille de formule. Il y a une autre statistique qui s'appelle la covariance et la corrélation. On s'en servait plus en finance 1. Si jamais, si jamais on a besoin de savoir la covariance, je vais vous la donner. Alors ça, c'était plus votre cours de stats ou votre cours finance 1. Quand on faisait des portefeuilles diversifiés, on avait besoin d'avoir la covariance. Mais pour cette formule ici, on va revisiter ça un peu plus tard au courant du cours d'aujourd'hui. Maintenant, on va regarder, on va faire une révision de la loi normale que vous êtes aussi censé avoir vue dans votre cours de statistique Math 2080. Donc, maintenant, revisitons la loi normale. Alors, aussi dans la feuille de formule, vous allez avoir la loi normale. Alors, la loi normale, imaginez le quotient intellectuel. La loi normale, c'est la cloche. Alors, c'est la forme d'une cloche. Alors, le quotient intellectuel moyen, c'est 100. On a 50% des gens qui ont un quotient intellectuel inférieur à 100 et on a 50% de la population qui a un quotient intellectuel supérieur à 100. Aux alentours de 100, on a un regroupement de beaucoup de personnes. On a des petits génies, on a des cas extrêmes où est-ce qu'on a des génies, mais des quotients intellectuels de 150, il n'y en a pas beaucoup. De même façon, des quotients intellectuels inférieurs à 50, il n'y en a pas beaucoup. C'est généralement des personnes qu'on est capable de remarquer. Alors, si tu avais un quotient intellectuel de 180, tu parlais probablement parfaitement le latin à l'âge de 2 ans. Mais si tu avais un quotient intellectuel de 20, probablement que tu serais dans une institution. La plupart des gens, comme 80% des gens, ont un quotient intellectuel entre plus ou moins 90 et 110. 90% de la population. Et plus qu'on s'éloigne de la moyenne de 100, plus qu'on s'éloigne, plus que cette probabilité, elle est faible. Un autre exemple de la loi normale, c'est que je vous dis souvent que la bourse, ça donne des rendements de 10% en moyenne par année. Mais je veux dire, on peut avoir des pertes dans certaines années, c'est possible. On peut avoir des gains de 30%. Alors, en 2024, le S&P 500 a fait un rendement de 35%. En 2020, je veux dire, au début de COVID, on avait une chute de 50%, mais c'est revenu avant la fin de l'année. Au courant de l'année, on avait un rendement plus ou moins égal à zéro. Mais 2021, il y avait eu un essor, donc un gain de 30% en 2021. En 2022, on avait une chute de 15% à la bourse. Donc, d'une année à l'autre, ça peut baisser. Mais en gros, ça ressemble à une loi normale. Un petit problème avec la loi normale, c'est qu'elle fonctionne super bien aux alentours de la moyenne. Mais dans les cas extrêmes, dans les cas qui nous intéressent le plus, ça fonctionne généralement pas si bien que ça. Donc, dans le cas de la bourse, le rendement moyen de la bourse, c'est 10. L'écart type moyen, c'est aux alentours de 10. Donc, la probabilité d'avoir une chute de 50% dans une année, elle devrait se retrouver aux alentours de une chance sur 15 000. Par contre, si on remonte jusqu'à l'année 1900, on peut compter toutes les années où est-ce qu'on avait une perte
de au moins 30 %. Une perte de 30 %, c'est une chance sur 5 000, si je ne me trompe pas. Alors, une chance sur 5 000 d'avoir une perte de 30 % et plus. Mais si je regarde 1905, 1915, 29, 30, 31, 32, 55, 87, le dot-com, c'était 99, 2008, 2020. Donc, dans les 125 dernières années, il y avait 12 crashs de 30 % dans une année. Notre modèle nous dit que ça devrait se passer une fois par 10 000 années. Donc, le modèle, dans les cas extrêmes, ne fonctionne vraiment pas bien. Mais en général, la table normale représente bien 99 % des personnes. On pense toutes être l'exception. On n'est probablement pas l'exception. Mais je veux dire, si tu parles 15 langues, il y a des bonnes chances que tu es l'exception avec le quotient intellectuel de 200. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que X, il est centré à ça. Alors, il y a deux statistiques pour la loi normale. Un, la moyenne. Alors, mu, l'espérance. Et deux, soit qu'on utilise la variance sigma carré ou bedon, on utilise l'écart type sigma. Alors, on a besoin de mu et sigma ou sigma carré. Un ou l'autre, on y arrive. Comment ressemble la loi normale? Alors, la loi normale, elle est centrée à sa moyenne. Donc, si je regarde la taille d'un, si je ne me trompe pas, ça, c'est la taille d'un homme. La taille moyenne d'un homme, si je ne me trompe pas, c'est 172 centimètres. Moi, je mesure 182, donc je suis légèrement à la droite de la moyenne. Alors, je mesure 6 pieds, donc je pense que je suis légèrement à la droite. Alors, 100 % des personnes ont une taille entre, je veux dire, 99 % des personnes ont une taille entre 140 et 200. Ceux qui ont des tailles à l'extérieur de ces cas extrêmes, on a tendance à remarquer ces gens. Je veux dire, on se retourne quand on voit quelqu'un qui a 7 pieds. On lui demande est-ce que tu joues au basketball? Je veux dire, on remarque ces gens-là. Mais la plupart des personnes, 99 % des gens, se retrouvent aux alentours de la moyenne. Donc, 172, si je ne me trompe pas, 5 pieds 8, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est à travers le monde. Je veux dire, si jamais vous allez en Serbie ou en Hollande, vous allez remarquer que la moyenne, c'est 6 pieds. Alors, moi, je suis dans la moyenne quand j'ai été en Serbie et quand j'étais en Hollande. Mais la deuxième statistique mesure la dispersion entre la moyenne et la borne. Donc, quand j'ai un écart type qui est très petit, supposons que j'ai un écart type de 0, ça veut dire que tout le monde a la moyenne. Je n'aurai pas une courbe, j'aurai juste un pic à 172. Si j'ai un écart type qui est énorme, ça veut dire que j'ai plus de cas dans les extrêmes, j'aurai une distribution qui est aplatie et j'ai plus de densité, plus de courbes au cas extrême. Donc, un exemple. Alors, on va prendre les trois exemples qui sont centrés à 0. Alors, les trois moyennes qui sont centrées en 0. Si je prends la normale standard, alors, moyenne 0, un écart type ou une variance de 1, c'est celle qui est en rouge. Ça, c'est la table qui est ici. C'est cette distribution qui est là. On est capable de convertir toutes les distributions en cette table. Donc, si je prends la même distribution avec la même moyenne, mais je prends un écart type qui est un peu plus petit. C'est qu'est-ce que je me retrouve en bleu. J'ai moins de données dans les cas extrêmes et j'ai plus de personnes qui se retrouvent encore plus proches de la moyenne. Alors, proche de la moyenne, j'ai beaucoup plus de gens qui sont là et très peu dans les cas extrêmes. Si je prends le cas contraire, une moyenne de 0, mais avec une plus grosse variance, ça veut dire, ça c'est la ligne qui est jaune. La moyenne, elle est toujours centrée en 0, mais j'ai plus de cas extrêmes. Qu'est-ce qui est en vert, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais c'est tout simplement, je suis capable de translater. Ce que je pourrais dire de la loi normale, c'est que je suis capable de la bouger à gauche et à droite tout simplement en ajoutant une constante. Un bon exemple de ça, ce serait l'examen intra. La moyenne était de 70, donc elle est centrée en 70. J'ai comme un ou deux étudiants qui ont 95 %, j'ai comme un ou deux étudiants qui ont 40 ou 35 %. J'ai une grosse gang qui se retrouve entre 60 et 80. Qu'est-ce qui arrive, par contre, si je donne 5 points à tout le monde? Ben, je vais tout simplement translater la distribution vers la droite.
Donc, si je donne 5 points à tout le monde, la moyenne, elle va se déplacer vers la droite et toute la distribution va se déplacer vers la droite. Si j'étais vraiment chien et je décidais d'enlever 2 points à tout le monde, j'aurais une distribution qui se déplacerait vers la gauche. Je ne vais pas enlever des points. Il n'y a pas de prof qui fait ça. Donc, la table normale, voici la distribution. Alors, vous l'avez ici. Alors, la table normale, ça, c'est une table normale standard. Donc, une table normale de moyenne 0 et de écart type ou variance égale à 1. Donc, je vais vous montrer comment s'en servir. Je vais revenir souvent à cette table. Donc, la loi normale. La loi normale, si j'ai une normale standard, une normale de moyenne 0 et d'écart type 1, alors qui est dénotée la N01, une moyenne 0, écart type 1, quelle est la probabilité d'être plus petit que A? Alors, la probabilité d'être plus petit que A, c'est toute la densité qui se retrouve, alors toute l'air en dessous de la courbe à la gauche de A. Alors, si je vous demande quelle est la probabilité que le rendement de la bourse soit plus petit que quelque chose, je vous demande quelle est toute cette probabilité, toute l'air qui est en dessous de la courbe. Problème avec la loi normale, c'est que c'est une fonction qui est non intégrable. Et c'est pour ça qu'on a cette table. Cette table, on a tout simplement calculé à chacun des points quelle est la probabilité. Donc, si je vous demandais quelle est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,82. Alors, la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,82, on peut dénoter ça par la lettre grecque phi. Alors, phi de 0,82. Comment? On veut savoir quelle est la probabilité d'être plus petit que 0,82. Donc, toute l'air en dessous de la courbe à la gauche de 0,82. Alors, c'est une normale standard. Donc, je vais à 0,8 et la deuxième décimale, c'est les colonnes. Alors, la deuxième décimale, alors 0,82, alors 0,82. La probabilité d'être plus petit ou égal à 0,82, c'est 79,39. 79,39. La probabilité d'être plus petit que 2,49 ou phi de 2,49. Donc, je viens ici. Alors, la deuxième décimale, c'est la troisième avant-dernière colonne. Alors, 2,47, la probabilité, c'est 99 et 99%, 99,32%. Maintenant, si je vous demandais quelle est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que -1, alors on est à gauche de la moyenne. La table que je vous donne ne commence qu'à 0. Alors, le 50% à la gauche de la moyenne, je ne vous la donne pas. Alors, une première qualité, une autre qualité de la loi normale que je vais vous dire, c'est que c'est symétrique. Donc, la probabilité d'avoir un quotient intellectuel inférieur à 100, elle est égale à la probabilité d'avoir un quotient intellectuel supérieur à 100. Donc, elle est symétrique. Donc, si je suis au courant de la symétrie, il va y avoir une fonction, si vous savez comment vous en servir, que vous allez être capable, être en mesure de calculer n'importe quelle statistique. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je vous demande quelle est la probabilité phi de moins A, où est-ce que A est à la gauche de la moyenne. Alors, l'air en dessous de la courbe à la gauche de moins A. Mais vu que c'est une fonction qui est symétrique, la probabilité d'être plus petit que moins A, ben, c'est égal à la probabilité d'être plus grand que plus A. Et la probabilité d'être plus grand que plus A, mais c'est 100% moins tout ce qui est à la gauche de A. Donc, c'est 100% ou 1 moins la probabilité d'être plus petit que moins A. Et c'est la formule que vous avez ici en haut. Alors, phi d'un chiffre négatif, c'est 1 moins phi de ce même chiffre en positif. Donc, phi d'un chiffre négatif, ben, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit qu'un chiffre négatif. Ben, c'est égal à la probabilité
qu'une normale standard soit plus grand que le chiffre négatif, mais en positif, donc plus grand que le chiffre en positif. Et la probabilité d'être plus grand que A, c'est 100% moins tout ce qui est à la gauche de A. Alors, 1 moins la probabilité d'être plus petit que A ou phi de A, 1 moins phi de A. Donc, un exemple, la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que moins 1,23. Bien, ça, c'est égal à la probabilité. Alors, la probabilité d'être plus petit que moins 1,23. C'est égal à la probabilité d'être plus grand que plus 1,23. Et la probabilité d'être plus grand que 1,23, bien, c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit ou 100% moins la probabilité d'être plus petit que 1,23. Alors, 1 moins phi de 1,23 et 1,23, on peut venir ici. 1,23 est égal à 89,07%. Donc, 89,07%. Donc, la probabilité d'être plus petit que moins 1,23, c'est 10,93%. Alors, tout ce qui est ici, en dessous de la courbe, c'est 10,93%, qui est égal, vu que c'est symétrique, qu'est-ce qui est égal à ici, qu'est-ce qui est plus grand que 1,23. Et qu'est-ce qui est plus grand que 1,23, c'est 100% moins qu'est-ce qui est plus petit que 1,23. Alors, tout ce qui est à la gauche de 1,23, c'est 89,07%. Donc, 100% moins ce 89,07 me donne mon 10,93%. Ou ben donc, phi de moins 1,23, on vient ici, phi de moins 1,23 est égal à 1 moins phi de 1,23. 1 moins phi de 1,23. Alors, le théorème de la limite centrale me dit que si j'ai une loi normale, toutes les lois normales, je peux faire un peu de manipulation à cette loi normale et avoir une loi normale standard. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois premièrement soustraire de ma variable aléatoire la moyenne et par la suite diviser par l'écart type. Donc, si X suit une distribution normale de moyenne mu et écart type sigma, alors, si je fais X moins la moyenne divisé par l'écart type, cette variable aléatoire ici va suivre une normale 0,1. Donc, je ne peux rien faire avec une normale mu sigma, mais je peux convertir la normale mu sigma en une normale 0,1, une normale standard. Donc, la notation. La probabilité qu'une normale standard soit plus petit que C, je dénote ça phi de C. Un exemple. La distribution des rendements de la bourse suit une distribution normale de moyenne 11% et écart type 10%. Donc, en moyenne, la bourse va te donner du 11% par année avec un écart type de 10%. Donc, si je vous demande quelle est la probabilité de faire un rendement de 11% et plus, mais vu que c'est une distribution qui est symétrique et centrée à 11%, on peut savoir immédiatement que c'est 50%. Quelles sont les questions qu'on pourrait vous demander? Quelle est la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 23%? Quelle est la probabilité d'avoir un rendement plus grand à 14%? Quelle est la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 8,2? Quelle est la probabilité d'avoir un rendement supérieur à moins 7,5? Et quelle est la probabilité d'avoir un rendement entre 14 et 23%? Donc, X suit une normale de moyenne 11% et écart type 10%. Donc, première question, quelle est la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 23%? Donc, la probabilité que X soit plus petit que 23%, ce que je vais faire à gauche et à droite ici, je vais soustraire par la moyenne. Et par la suite, à gauche et à droite, je vais diviser par l'écart type. Donc, la probabilité que X moins 11%, X moins la moyenne divisé par l'écart type, c'est la probabilité soit plus petite que 23 moins la moyenne divisé par l'écart type. X moins la moyenne divisé par l'écart type, je viens juste de vous dire que ça devient une normale standard.
Alors, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit à 23 moins 11 12 divisé par 10 donc donne 1,2. Donc, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 1,20. Et 1,20, c'est 88,49 Donc, phi de 1,2, la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 1,2, c'est égal à 88,49 Donc, la prochaine question, quelle était la probabilité d'avoir un rendement qui était supérieur à 14 La probabilité d'avoir un rendement qui est plus grand que 14 Alors, encore une fois, nous, notre fonction de table normale, c'est la probabilité d'être plus petit ou égal à la statistique. Donc, si on vous demande quelle est la probabilité d'être plus grand que 14, mais c'est 100 moins la probabilité d'être plus petit que 14 Si la probabilité d'être plus grand que 14 ça serait 10 la probabilité d'être plus petite est de 90. Donc, si je prends 100 moins 90, ça va me donner mon 10 Donc, 1 moins la probabilité d'être plus petit que 14 Et encore une fois, je peux convertir ça avec le théorème de la limite centrale en une normale standard. Donc, la probabilité que x moins la moyenne divisé par l'écart type soit plus petit que 14 moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, 1 moins la probabilité que x moins la moyenne divisé par l'écart type soit plus petit que 14 moins la moyenne divisé par l'écart type. Et x moins la moyenne divisée par l'écart type, encore une fois, ça, c'est une normale standard. Donc, ça devient 1 moins phi de 3 divisé par 10, donc 0,3. Alors, 1 moins phi de 0,3. Phi de 0,3, c'est égal à 0,6179. Et donc, ça vaut 38,21 Donc, la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 14 c'est 38,21. Ce que je voudrais, quand vous faites vos calculs, je vous dirais tout le temps de regarder vos chiffres qui ont de l'allure. Si la moyenne, elle est de 11, la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 11, c'est 50 et la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 11, c'est 50 Donc, la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 14, elle ne peut pas être plus grande que 50 bien sûr. Donc, si vous avez un chiffre qui est inférieur à 5 là, vous êtes capable de visualiser, je disais, mon chiffre qui a de l'allure. Question suivante. Quelle est la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 8,2? Donc, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 8,2 moins 11 divisé par 10, ou ben donc phi de moins 0,28. Alors, phi de moins 0,28, phi de moins 0,28, c'est 1 moins phi de 0,28. Et 0,28 me donnerait 61,03. Donc, 1 moins 61,03. Ça me donne une moyenne de 38,97. Encore une fois, la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 11, on le sait que c'est 50 Donc, la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 8,2, on sait que ça devrait être moins grand que 50 Donc, ça a l'air d'être un chiffre qui a de l'allure. Si tu as un résultat qui est comme de 2,6 je veux dire, tu es juste à 2,8 du 11. Là. Pourquoi est-ce que ça a tombé autant? On pourrait, dans notre tête, on pourrait se dire, écoute, je pense que j'ai fait une erreur de calcul. Quelle est la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 7,5 négatif? Mais la probabilité d'avoir x plus grand que 7,5, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que moins 7,5. Alors, la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que moins 7,5 moins la moyenne divisée par 10. Donc, c'est égal à 1 moins phi de moins 1,85. Maintenant, phi de moins 1,85, c'est 1 moins phi, c'est 1 moins phi de 1,85. Donc, on peut voir qu'on a des termes qui viennent s'annuler. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui reste à la toute fin? C'est phi de 1,85. Et 1,85, alors 1, 2, 3, c'est la sixième colonne. 1,85, c'est 96,78. 96,78. Quelle est la probabilité d'avoir un rendement entre 23
entre 14 et 23. Mais si j'avais pas le 14, j'ai déjà calculé la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 14. J'ai aussi calculé la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 23 dans mes questions précédentes. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un rendement entre 14 et 23? Ben, c'est la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 23. Cependant, je ne veux pas avoir des rendements inférieurs à 14. Donc, je vais soustraire la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 14. Donc, la probabilité d'être entre 14 et 23, c'est la probabilité d'être plus petit que 23 moins la probabilité d'être plus petit que 14. Et donc, la probabilité d'être plus petit que 23, je l'ai calculée, 88,49%. Probabilité d'être plus petit que 14, je l'ai calculée, 61,79. Et donc, la probabilité d'être entre 14 et 23, c'est 26,70%. OK, alors, c'était le survol que je voulais faire sur la loi normale. Maintenant, il y a quelques règles, il y a quelques formules de la formule du cours de statistique. Je vais revenir ici. Alors, il y a deux formules que je veux passer à travers. Quelle est l'espérance? Quelle est la moyenne attendue pour mon groupe? 40 de la note de 40 de la note de l'intra, plus 40 de votre note, c'est l'examen final. Et je vais assumer que tous mes étudiants ont proche de 20 sur 20 pour les TP et les exos. Donc, quelle est la moyenne attendue du groupe? J'ai 40 de la note qui est l'intra, 40 de la note du final et 20 de la note qui est les exos. Et je vais assumer que tous les exos, vous avez tous 100 mais la moyenne du groupe, ben, ça va être 40 fois la moyenne de l'intra, plus 40 fois la moyenne du final, plus tout le monde a 20 Pour la variance, par contre, c'est une moyenne des écarts au carré. Donc, ce n'est pas une formule linéaire. La variance de 40 de l'intra plus 40 plus le final, plus tout le monde qui a 20 ben, c'est égal à 40 au carré fois la variance de x, plus 40 au carré fois la variance de l'examen final, plus 2 fois 40 fois 40 fois la covariance entre l'examen intra et l'examen final. La covariance, c'est tout simplement une statistique qui mesure comment est-ce que les deux ils bougent ensemble. Si les deux examens étaient indépendants, la covariance, elle serait de 0. Mais je vais vous dire tout de suite, généralement, celui qui a clenché l'examen intra, il a tendance à clencher l'examen final. Celui qui a planté l'examen intra, s'il est toujours là en revenant de la pause, de la date d'abandon, s'il est toujours là, il y a des bonnes chances qu'il poche son examen final. Et celui qui a eu comme 80 à l'intra, il est généralement proche de 80 au final. Donc, on ne peut pas dire que l'intra et le final sont indépendants, sont très, très reliés. Et la covariance, elle mesure de comment est-ce que les deux statistiques ils bougent ensemble. Je vais vous dire tout de suite, si on a besoin de la covariance à un examen, je vais vous la donner. Pas besoin de la calculer. Je n'ai pas l'intention de vous la faire calculer en finance 2. Donc, maintenant, si je veux calculer c'est quoi la vanne, mais je n'ai pas des cash flows qui sont certains. Il se peut que je dois vous donner une distribution pour chacun des cash flows. Alors, la vanne, elle serait tout simplement la moyenne de tous les cash flows pour chacun des cash flows. Alors, l'espérance de la vanne, ben, c'est tout simplement l'investissement initial plus la sommation de toutes les espérances des cash flows escomptées à travers le temps. Donc, au temps t est égal à 1, je vous donne une distribution du cash flow au temps 1. Au temps 2, je vous donne la distribution du cash flow 2. Au temps 3, je vous donne la distribution du cash flow 3 et ainsi de suite. Au lieu de savoir avec certitude les cash flows, à l'examen final, sont incertains. Donc, on va calculer qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir comme cash flow et c'est ça qu'on va escompter. Même calcul de vanne, sauf qu'au lieu d'avoir le cash flow qui est certain, on va tout simplement prendre le cash flow qu'on s'attend à recevoir. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut compenser? Pour le restant du cours, on va faire vraiment la matière du cours 7. Alors, si on veut calculer la vente d'un projet, puis les cash flows sont incertains, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut projeter nos cash flows comme on a fait pour l'examen intra. On projette des cash flows pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années et on les escompte au coût du capital. Cependant,
Vu que nos cash flows sont risqués, on va tenir compte dans le coût du capital, on va ajouter une prime de risque. Donc, si mon coût du capital est de 10 je vais ajouter une prime de risque pour tenir compte du fait que mes cash flows sont vraiment pas certains. Et donc, plus que j'ai des cash flows qui sont éloignés, plus que je vais escompter avec plus de force d'intérêt. Donc, la valeur actuelle des cash flows très éloignés va être encore plus réduite. Donc, si mon coût du capital est de 10 je pourrais peut-être avoir une prime de risque de 4 Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement escompter tous mes cash flows à du 14 et non du 10 Le 4 de différence tient compte du risque. Donc, je pourrais utiliser la formule exacte, mais quasiment 100 des étudiants vont prendre tout simplement le WACC et ajouter la prime de risque. Alors, c'est un peu comme quand on a fait le calcul du taux d'inflation. On peut prendre la formule exacte ou on peut prendre l'approximation, mais honnêtement, ici, il n'y a aucune raison de prendre la formule exacte. Donc, la prime de risque peut aussi être le taux d'inflation. Ben, c'est généralement aux alentours de 3-4 Donc, et la vente du projet, ben, c'est tout simplement, on va escompter tous les cash flows futurs, incluant l'investissement initial au temps zéro. Lui, c'est le seul cash flow qui est certain. On va escompter tous les cash flows futurs avec un taux d'intérêt légèrement plus élevé, qui va faire en sorte que la vente, si elle est toujours positive, on accepte le projet. Donc, j'ai deux entreprises. J'ai le projet X et le Y. Alors, j'ai deux entreprises qui ont des projets avec des cash flows similaires. L'investissement initial est de 180 000, cash flow au temps 1, 50 000, cash flow 2, 85 000, cash flow 3, 125 000. Donc, le taux d'actualisation de la compagnie, de chaque compagnie, est de 8 Alors, ça, c'est notre coût du capital, 8 Alors, pour l'examen intra, on a calculé la vanne à 8 avec ces cash flows-là. Cependant, on nous dit que la prime de risque pour l'entreprise, le projet X, c'est 1 et la prime de risque pour le projet Y, c'est 10 Alors, pensez que X, c'est McDonald's. Alors, un nouveau McDonald's, on a nos cash flows. Les cash flows ne sont pas certains, mais on est capable de projeter avec une certitude quand même adéquate. C'est McDonald's. On le sait que le monde va manger des Big Mac. Donc, on va prendre, au lieu de prendre du 8 pour McDonald's, on va prendre du 9 Y, c'est la compagnie BlackBerry. Puis, elle veut lancer un nouveau produit. Ça, c'est un produit, ça, c'est bien plus risqué. Et donc, à la place, pour BlackBerry, au lieu d'utiliser du 8 on va utiliser du 18 Dans tous les cas, si la vente du projet est plus grande que zéro, on l'accepte. La prime de risque, elle tient compte du risque des cash flows. Donc, on va calculer la vanne sans la prime de risque et par la suite, on va calculer les deux vannes avec les primes de risque. Donc, sans la prime de risque, j'espère que vous êtes capable de faire ce calcul-ci. Si vous n'êtes pas capable de faire ce calcul-ci, l'examen intra a été très mal pour vous. Probablement que vous êtes pas toujours inscrit au cours. Donc, c'est tout simplement la valeur escomptée de tous les cash flows au coût du capital de 8 38 399. Maintenant, pour le projet X, on va ajouter une prime de risque de 1 Donc, on va escompter tous les cash flows à du 9 au coût du capital de 8 plus une prime de 1 Donc, tous les cash flows sont escomptés à du 9 qui me donne une vente qui est égale à 33 937,29. La vente, elle est toujours positive, on aborde le projet, si on est capable. Pour le projet Y, alors on accepte le projet pour le projet X, mais pour le projet Y, alors, pour le projet Y, on va escompter au coût du capital de 8 plus 10 Donc, on escompte à du 18 Donc, la valeur du projet, ben, c'est cash flow de 180 000, 50, 85 et 125 000, mais escompté à du 18 Et donc, maintenant, la valeur du projet, elle est négative. Et donc, on devrait refuser le projet. Pourquoi? En tenant compte du risque du projet, ce n'est pas un projet qui est intéressant. Donc, j'ai deux projets. J'ai le projet A et j'ai le projet B. Le projet A, je m'attends à une vente de 60 000
avec un écart type de cette vente de 20 000. Le projet B, j'ai une espérance de 40 000 avec un écart type du projet de 16 000. Lequel des deux, si je me fie au coefficient de variation, le coefficient de variation, ça veut dire pour chaque dollar de rendement que je reçois, quel est le risque autour de ce dollar? Je vais prendre le projet qui a un risque par dollar la plus basse. Alors, je suis capable de comparer des projets d'ampleur différente. Je suis capable de les comparer entre elles. Donc, si je regarde le coefficient de variation de A, ben, je vais tout simplement prendre l'écart type divisé par l'espérance, donc 0,33333. Donc, le risque pour chaque 1 de vente, c'est 0,33333. Pour B, le risque pour chaque 1 de vente, c'est 0,4. Donc, le projet A, il est préférable au projet B. Donc, je vais préférer le projet A au projet B parce que l'ampleur de la volatilité de B, elle est plus grande que A. Alors, le risque par dollar pour A est inférieur au risque par dollar de B. Donc, je suis capable de comparer des projets entre elles. Alors, supposons à la place que pour 40 000, l'écart type serait de 10 000 ben, ça voudrait dire que mon coefficient de variation aurait été de 0,25. Et donc, pour chaque 1 de risque, alors, le projet A 50 de plus de risque que le projet B pour 100 de plus de risque que le projet B. Alors, la vanne, 50 de plus, mais le risque, 100 de plus. Je vais préférer le projet B. Donc, le coefficient de variation me permet de comparer des projets entre elles. Maintenant, une autre façon que je peux faire, je peux tenir compte du risque. Pour chaque cash flow, alors, l'investissement initial que je fais aujourd'hui, je le connais avec certitude, alors je vais prendre le cash flow. Mais le cash flow que je vais recevoir dans un an, voici ce que je vais dire. J'ai 95 de chances de le recevoir et j'ai 5 de chances de recevoir zéro. Donc, je vais prendre 95 fois le cash flow du temps 1 et pas 100 du cash flow au temps 1. Au temps 2, vu que c'est encore plus éloigné, j'ai 90 de chances de recevoir ce cash flow et j'ai 10 de chances de recevoir zéro. Donc, au lieu de prendre le cash flow 2, je vais prendre cash flow 2, je vais le multiplier par 0,70 et je vais utiliser ça pour, je vais escompter ce cash flow au temps 0. Plus que les cash flows sont éloignés, plus que la probabilité que le cash flow soit réellement de 0, elle est élevée. Donc, les cash flows les plus proches vont avoir une équivalence de certitude qui va être inférieure à 1, mais proche de 1. Et plus que c'est des cash flows qui sont éloignés, comme 20 ans dans le futur, je multiplie par le cash flow qui est attendu dans 20 ans, je le multiplie par, disons, 0,5. Pourquoi? C'est tellement loin dans le futur, j'ai 50 de chance de recevoir zéro, mais j'ai 50 de chance de recevoir le cash flow. Donc, je vais prendre le cash flow et je vais le multiplier par 0,5. Et quand je vais faire mon calcul de vanne, je vais tout simplement prendre la valeur escomptée de tous ces, cash flows. Donc, c'est ça. Alors, la probabilité de... alors, on dénote ça par alpha. Si alpha est égal à 0,95, ça veut dire que j'ai 95 de chance de recevoir le cash flow et 5 de chance de recevoir zéro. Donc, plus que les cash flows sont éloignés, plus que alpha va être de plus en plus proche de zéro. Alors, les cash flows les plus proches sont les moins incertains et les cash flows éloignés sont les plus certains. Donc, les cash flows les plus proches vont avoir une équivalence de certitude proche de 1. Et ceux qui sont plus qu'on s'avance dans le futur, plus que l'équivalence de certitude, il va être décroissant. Donc, un exemple. Je pourrais vous dire explicitement que le cash flow au temps 0, il est certain. Cash flow au temps 1, 0,95, 0,90, 0,85 et ainsi de suite. Ou bien donc, souvent, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour chaque cash flow projeté, pour chaque année projetée, on va multiplier par 0,95. Donc, le cash flow au temps 0, 100 de chance. Cash flow dans une année, 0,95. Cash flow dans 2 ans, 0,95 au carré. Cash flow au temps 3, 0,95 au cube, et ainsi de suite. Et si on remarque, même pour un cash flow dans 20 périodes, un cash flow dans 20 périodes, l'équivalence de certitude va être de 0,35.
Et ça reflète un peu plus la réalité parce que moi, mes projections que j'ai faites en 2025 pour 2045, ben, je veux dire, c'est un peu comme les gens en 1960 qui disaient qu'on était pour vivre sur la Lune, rendu l'année 2000. Ça s'est jamais produit. Alors, on veut tenir compte du fait qu'il se peut que nos projections soient relativement crackpot. Et donc, la vente, c'est tout simplement la valeur escomptée de tous les cash flows ajustés avec l'équivalence de certitude. Donc, un exemple, on accepte encore une fois si la vente elle est positive. Donc, l'exemple. Les probabilités les équivalences de certitude pour les 3 prochaines années, 0,95, 0,90, 0,85 pour les périodes 1, 2 et 3. Quelle est la vente des projets en tenant compte de la prime de risque de 1%? Donc, c'est le même projet de tantôt. Alors, on va garder la prime de risque de 1% et on va ajouter l'équivalence de certitude. Il n'y a rien qui nous empêche de faire un mix and match. Alors, on peut ajouter plusieurs éléments pour tenir compte du risque. Donc, la vente du projet, c'est le 180 000 au temps zéro qui est certain. Tous les cash flows sont escomptés à du 9%, mais le 50 000, je vais le multiplier par 95%. Alors, au lieu de dire que je vais avoir 50 000, j'ai 95% de chance d'avoir 50 000, puis ça, je vais l'escompter à du 9%. J'ai 90% de chance de recevoir mon 85 000. Ça, je vais l'escompter pendant 2 périodes à du 9%. Et j'ai 85% de chance d'avoir mon 125 000. Ça, je vais l'escompter à du 9% pendant 3 périodes. Et donc, la vente de mon projet, elle est positive, 10 011. Alors, j'accepte le projet. J'accepte toujours le projet. Alors ici, j'ai ajouté 2 mesures de risque pour faire mon calcul de vente et ma vente, elle est toujours positive, donc j'accepte le projet. Cependant, si je veux être plus conservateur, je peux utiliser des équivalences de certitude qui sont plus conservateurs, donc un peu plus bas. Alors, le but des mesures de risque, c'est tout simplement pour être conservateur. On ne veut pas prendre un projet qu'on a beaucoup trop surévalué. Donc, on peut ajouter plusieurs mesures de risque. On en voit quelques-unes aujourd'hui. Alors, si à la place, j'ai des équivalences de certitude qui sont un peu plus conservateurs, au lieu de 95, 85 et 95, 90, 85, j'ai 90, 80 et 70. Donc, je suis encore plus conservateur. Donc, si je suis plus conservateur, qu'est-ce qui arrive? C'est que les chances d'accepter un mauvais projet sont moindres, mais les chances de refuser un bon projet sont supérieures. Donc, si je prends encore la prime de risque de 1% et mes équivalences de certitude sont un peu plus conservateurs, même calcul, ici, ma vanne va être négative. Et donc, avec des équivalences de certitude de 90, 80 et 70, j'ai une vanne de moins 13 915 $. Je devrais refuser le projet. Donc, on va faire un exemple. Le coût du capital est de 8%. L'investissement initial est de 24 500. Je vous donne la distribution des 3 premiers cash flows. Autant T est égal à 1, le cash flow peut avoir 8 000, 10 000 ou 12 000 avec probabilité un quart, un quart, une demi. À T est égal à 2, mon cash flow peut être de 9 000, 10 000, 11 000, probabilité 60, 20 et 20%. Et autant 3, on a 2 possibilités, 12 000, 13 000 avec probabilité 70 et probabilité 30%. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? Quelle est l'espérance du cash flow au temps 1, 2 et 3? Et par la suite, quand j'ai le cash flow attendu, je peux calculer la vanne. Je vais aussi vous demander de calculer la dispersion de chaque cash flow et le coefficient de variation de chaque cash flow. Alors, je pourrais vous demander à un examen, selon le coefficient de variation, lequel des cash flows est le plus risqué, lequel est le moins risqué. Le moins risqué, c'est celui qui a le coefficient de variation le plus bas, et celui qui est le plus risqué, c'est celui qui a le coefficient de variation le plus élevé. Donc, commençons par calculer l'espérance du cash flow 1. L'espérance du cash flow 1. J'ai 25% de chance d'avoir 8 000. J'ai 25% de chance d'avoir 10 000 et j'ai 50% de chance d'avoir 12 000. Donc, en moyenne, cash flow 1, je m'attends à recevoir 10 500. L'espérance de cash flow 2 et l'espérance de cash flow 3, je vous laisse en exercice les calculer. Donc, cash flow 3 m'a l'air d'être le plus intéressant, mais par contre, lequel qui est le plus risqué?
Alors, la vanne, ben, je vais tout simplement maintenant, quand je vais faire mes calculs, je vais tout simplement escompter tous mes cash flows qui sont attendus. Alors, j'ai calculé l'espérance de chacun de mes cash flows. Je peux tout simplement faire la valeur escomptée au coût du capital. Alors, la vanne qui est calculée, encore une fois, vous pouvez faire ça en exercice. Mais pour calculer la dispersion ou l'écart type de chacun des cash flows, je dois passer par la variance. Donc, pour cash flow 1, je vais faire la première méthode. La variance de cash flow 1, j'ai 25 de chance d'avoir 8 000 quand la moyenne est de 10 500. Donc, je vais faire 8 000 moins 10 500 au carré fois la probabilité. J'ai 25 de chance d'avoir 10 000 quand la moyenne, c'est 10 500. Donc, je vais faire 10 500 10 000 moins 10 500 au carré pour fois 0,25. Et j'ai 50 de chance d'avoir 12 000 quand la moyenne est de 10 500. Donc, je vais faire 12 000 moins 10 500, 1 500 au carré fois 0,5. Ça me donne une variance de 2 750 000. Pour cash flow 2, je vais utiliser l'autre méthode. Alors, j'ai déjà calculé l'espérance de cash flow 2. Maintenant, je vais calculer l'espérance de cash flow 2 au carré. Ah, bon, ouais, c'est vrai. Alors, la dispersion de cash flow 1, c'est tout simplement la racine carrée de 2 750 000. Donc, l'écart type de cash flow 1, c'est 1658 et 31. Pour cash flow 2, je vais utiliser l'autre méthode. Encore une fois, quelle méthode utiliser un examen, celui que vous préférez. Donc, pour cash flow 2, je vais commencer par calculer l'espérance de cash flow 2 au carré. Donc, cash flow 2, j'ai 60 de chance d'avoir 9 000. Donc, je vais faire 9 000 au carré fois 60 J'ai 20 de chance d'avoir 10 000. Je vais mettre 10 000 au carré fois 20. Et j'ai 20 de chance d'avoir 11 000. Donc, 11 000 au carré fois 0,2. Et donc, l'espérance de cash flow 2 au carré, c'est 92 800. C'est juste une statistique intermédiaire qui me permet de calculer la variance. La variance du deuxième cash flow, c'est l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Donc, la variance de cash flow 2, c'est l'espérance de cash flow 2 au carré, 92 800, moins l'espérance de cash flow 2, 9 600 au carré. Et ça me donne une variance de 640 000. La racine carrée de 640 000, c'est l'écart type qui est égal à 800. Donc, c'est rare que j'ai un écart type qui est un beau chiffron. C'est arrivé cette fois-ci. Pour cash flow 3, la variance, c'est 210 000 et l'écart type, c'est 458 et 26. Je vous laisse en exercice faire le calcul. Maintenant, selon le coefficient de variation, on se pose la question, quel cash flow est vraiment le plus risqué pour chaque dollar de cash flow? Donc, on va faire écart type divisé par la moyenne pour chacun. Alors, coefficient de variation 1, on va faire l'écart type, 1658 et 31 divisé par la moyenne 10 500. Donc, pour chaque 1 de cash flow attendu, j'ai 15,8 cents de risque. Je vais comparer ça avec coefficient de variation 2. Alors, coefficient de variation 2, pour chaque 1 de cash flow attendu, j'ai juste 8,33 cents de risque. Et pour cash flow 3, pour chaque 1 de cash flow attendu, j'ai juste 3,7 cents de risque. Et donc, des trois cash flows, je peux dire que le cash flow 3, c'est le cash flow qui est le moins risqué. Cash flow 1, c'est celui qui est le plus risqué selon le coefficient de variation. Donc, quand je compare trois projets entre eux, je veux celui qui a le moins de risque par dollar de valeur attendue. Donc, pour le coefficient de variation, on veut un chiffre qui est le plus bas. Donc, l'espérance de la vanne, c'est de 3 000. Alors, on a calculé la vanne. Alors, on a calculé l'espérance de chacun des cash flows. On a calculé la vanne en escomptant ces cash flows au coût du capital et en soustrayant l'investissement initial. Maintenant, si je vous dis, pour ce projet, je m'attends à un rendement de 3 216 et 81. Maintenant, comme variable, comme statistique supplémentaire, je vais supposer que cette distribution, elle suit une normale. Donc, une normale, à quelle moyenne? Bien, la moyenne que je viens juste de calculer. Alors, je m'attends en moyenne à faire 3 216 et 81. Donc, je vais tout simplement ajouter une hypothèse supplémentaire, c'est que l'écart type de cette distribution est de 1721.
Alors, l'écart type de toute la distribution, je vous dis que c'est 1721. Maintenant, quelle est la probabilité pour pour ce projet, quelle est la probabilité d'avoir une vanne inférieure à 3216,81? Mais si c'est normal et on est centré à 3216,81, la probabilité d'avoir plus que ce montant, c'est 50 et la probabilité d'avoir moins que ce montant, c'est 50 Par la suite, je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir une vanne qui est inférieure à 386,44. Donc, on a vraiment été dans le champ du mauvais côté. Alors, on a reçu bien moins qu'on s'attendait. Et quelle est la probabilité d'avoir bien plus qu'on s'attendait à recevoir? Pour ceci, on va utiliser le théorème de la limite centrale. Donc, quelle est la probabilité que la vanne soit plus petite que 3216,81? On va supposer qu'on a une normale de moyenne 3216,81 et écart type 1721. Donc, la probabilité que la vanne moins la moyenne divisée par l'écart type, ben ça devient une normale standard. Ben c'est plus petit que 3216,81 moins la moyenne divisée par l'écart type. Alors, ça devient phi de 0 et phi de 0, on sait que c'est 0. Mais logiquement, on le savait, quelle est la probabilité d'être inférieure à la moyenne? C'est 50 Quelle est la probabilité d'être supérieure? C'est 50 Quelle est la probabilité maintenant d'avoir un rendement qui est inférieur à 386? Alors, la probabilité que la vanne moins la moyenne divisée par l'écart type, qui est une normale standard, soit plus petit que 386,44 moins la moyenne divisée par l'écart type. Ben, c'est phi de moins 1,65. Et phi de moins 1,65, ben, c'est égal à 1 moins phi de 1,65. Et 1,65, on l'a ici, c'est le 95e percentile. Alors, la probabilité d'être inférieur, alors c'est 1 moins phi de 1,65. Ben, c'est 95,05. Et donc, la probabilité d'être vraiment dans le champ du côté gauche, ben, c'est aux alentours de 5 Quelle est la probabilité d'avoir une vanne qui est supérieure à 6589? Mais c'est 1 moins la probabilité d'avoir une vanne inférieure à 6589. Donc, je vais commencer avec ça en premier. La probabilité d'avoir une vanne plus petite, ben, c'est 6589,17 moins la moyenne divisée par l'écart type qui nous donne 1,96. Et 1,96, c'est le 2,5e percentile, donc 97,5 97,5 Et donc, la probabilité d'être supérieure à 6589,17, ben, c'est 1 moins 97,5 ou ben donc 2,5 Pour ceux qui se souviennent de la table normale, 1,645, c'est le 95e percentile. 1,96, c'est le 97,5e percentile. Et si je ne me trompe pas, 2,33, c'est le 99e percentile. Alors, 2,33, c'est le 99e percentile. C'est des chiffres qui reviennent souvent à un examen. Et donc, les exercices, vous avez le recueil. Je vais mettre à jour le recueil prochainement, mais vous avez le recueil, vous pouvez commencer vos exercices.